Bonjour Céline, Bonjour Lilou, ça va? ça va très bien et ravie de pouvoir faire cette interview avec toi aujourd'hui. Waouh! Tu es l'auteur du livre Dans le noir on voit mieux aux éditions Mama, les épreuves d'une chamane. Tu es chamane, tu as été initiée chamane en Mongolie et tu retraces tout ton parcours dans ce livre. Donc c'est un livre témoignage qui est passionnant. Et j'ai trop hâte de partager avec toi et puis avec tous ceux qui regardent ici aujourd'hui ce que tu as appris tout au long de ce chemin, parce que c'est quand même de rudes épreuves que tu as traversées, un voyage initiatique pour en arriver là et accepter ces visions, parce que tu as eu quand même, on peut dire depuis toute jeune, enfin on a l'impression que oui, il y a eu une accélération il y a 10 ans, mais que depuis toute jeune, tu vis ça, tu as été préparée pour ça et là, tu te retrouves un jour en Mongolie après avoir travaillé pour TF1 et avoir eu une carrière quand même assez, on va dire, traditionnelle, parisienne et autres. Enfin, c'est hallucinant. Il y a tellement de choses à dire sur ton parcours que je trouve passionnante. Mais comme tu le sais ici sur la télé de Lilou, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par ces conversations qui touchent à la conscience, à la spiritualité et autres. Donc, j'ai envie de dire, on peut se lâcher. Parle-nous de ce... Alors, par où on va commencer? Parce que il y a tellement de choses. Moi, je vois qu'il y a eu un constant défi dans ta vie qui était d'être OK avec ces visions, qu'il y avait presque des peurs qui venaient avec ces visions. Dès que tu t'endormais ou dès que tu étais ce monde invisible, comme ça, t'as parlé, ou tu vivais dans ce monde invisible la nuit et tu recevais des informations. Ça, c'est quand même intense. Comment on fait pour garder sa santé mentale, tu vois? Alors c'est intense parce que bon, ça démarre déjà effectivement, tu as raison, ça démarre toute petite. Ça démarre, vraiment vers l'âge de, les premières visions, je me souviens, c'est 3 4 ans. Et après les celles qui sont très prégnantes, c'est, à l'âge de 18 ans. Surtout, je suis pas la seule. Donc c'est ça qui me rassure, parce que ma mère est comme ça, ma sœur est comme ça et en fait finalement, C'est il dans y a la un lignée. clan. Voilà, il y a un effet un peu clanique du truc qui fait que finalement, bon, ça, c'est presque normal. Donc je grandis avec effectivement le fait qu'on peut voir, on peut rêver, que les rêves sont des prémonitions, sont des visions, etc., etc. Là où ça va devenir un peu plus tough, un peu plus compliqué, c'est en grandissant, où l'étau se resserre pour le chemin du chamanisme et où les visions sont un peu plus costauds, je trouve, et que je ne comprends pas tout de suite parce que j'arrive pas à dealer ou j'arrive pas à mettre effectivement des réponses derrière ça et où à un moment donné, effectivement, je me dis, bon, je suis en train de faire une phase psychotique, Ouais. je décroche là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est complètement déstabilisant. C'est déstabilisant. En plus, on te traite de sorcière à plusieurs reprises en Oui, grandissant. jeune, oui. Oui, avec le recul, ça me fait rire, mais oui, oui. C'est vrai, je suis sortie avec un petit copain à l'époque, mais il y a vraiment longtemps, hein, 2003, je crois. Et j'avais eu une vision, et donc je lui ai rapporté cette vision, et il m'a traitée de sorcière. Et Ouais. finalement, il m'a dit la vérité, et donc j'avais Parce que raison. comment se passent tes visions? Par exemple, là, dans ce cas-là, tu avais fait le rêve de ça, tu lui rapportes ce rêve-là, et lui te dit comment tu sais, espèce de sorcière, je viens de le vivre en gros, et toi, tu étais encore en pyjama chez toi. J'étais en pyjama chez moi, je venais d'avoir ce rêve vision, et je voulais en avoir le cœur net, parce que je voulais vraiment comprendre et me dire je suis pas cinglée. Donc je l'appelle à 2 heures du matin et je le raconte et il me traite de sorcière et il me dit non mais en fait finalement tu es en train de me suivre dans la rue, en fait tu es complètement folle. Ouais. Je dis ah non, je suis chez moi en pyjama, j'en suis pas là, désolée. Et il me lâche effectivement le morceau et je me dis bon bah ok, c'est ce qu'on peut vivre en tout cas en rêve. Et c'est là où ça va démarrer en fait. Je vais essayer de comprendre la différence entre un rêve et un rêve vision où je Un suis rêve vraiment prémonitoire, on peut dire. presque même pas prémonitoire. Je pense qu'on est vraiment à un instant présent mais ailleurs. Enfin voilà, après c'est tout ce qu'on Oui, voilà, c'est c'est ce que tu dis, c'est que tu vis en fait dans un monde invisible à ce moment-là. Tu y es déjà, donc c'est pas un rêve. oui, et puis les chamans, effectivement, quand on parle à des anthropologues, on va parler à Charles Stepanov ou à Sophie Glaise, qui sont anthropologues au Collège de France, les rêves chez les chamans sont assez importants. D'ailleurs, chez les aborigènes, c'est le peuple des rêves et toute la journée, en tout cas, ils ne font que ça, c'est-à-dire essayer de décrypter les rêves qu'ils ont eus la veille. Hmm.
Et là, toi, tu es quand même un peu perturbé par ces rêves au début, même si ta famille, vous vivez là-dedans. À quel moment, je veux dire, ça s'accélère ces rêves pour te dire, enfin, je sais qu'à un moment, hein, tu rencontres ce chaman, ce jeune chaman qui vient à toi dans cette vision et qui te dit de venir en Mongolie. Ça, c'est énorme. Mais avant ça, il y a eu quand même plein d'épreuves où tous Ouais. les ans, pendant 3 ans, à la même date, là aussi, c'est violent quand même. Des chocs te tombent dessus, des accidents, des Alors, il y a plein de choses. fractures. Il y a un effet clanique, effectivement, entre ma mère, ma sœur, etc., où on fait des rêves en commun. Alors ça, Ouais. je pourrais écrire un autre livre, tellement c'est assez fou, parce que des fois, on s'appelle le matin et on reconstitue les rêves des unes des autres, bon, c'est assez dingue. Et effectivement, sur ce parcours qui va m'amener vers le chamanisme, il va se passer beaucoup de temps, mais je ne vais pas le capter tout de suite, en fait, cette histoire de date un peu prémonitoire. Enfin, effectivement, à chaque date, à partir de 2011, il va m'arriver quelque chose, une date précise qui est le 27 mai 2011, 27 mai 2012, 27 mai 2013. Et je ne vais pas tout de suite le capter, mais je vais le capter avec le recul parce que mon anniversaire est au mois de juin et à chaque fois, je passe mon anniversaire à l'hôpital. Et là, on se dit, bon, le premier, ça va. Le deuxième, on fait, oh, c'est quand même un peu chiant. Le troisième, on se dit, il y a vraiment un truc. Et à chaque fois, je fais un espèce de retour en arrière sur comment j'en suis arrivée là. Et je me dis, bah, ça a commencé en 27 mai. Et à chaque fois, oui, c'est le premier 27 mai, je tombe dans les escaliers, effectivement, de l'immeuble où j'habite à Cannes à l'époque. Donc, je me fracture l'avant-dernière vertèbre qui est le sacrum, la vertèbre sacrée. Je la fracture, je la casse et je la déplace. Donc, je finis vraiment par ne plus trop marcher et on me dit que je remarcherai dans 3 mois, mais surtout que j'ai une chance inouïe et Oui. folle de ne pas mourir ou devenir paraplégique. Donc ça, on me dit cash. Derrière, l'année qui suit, je fais un énorme burn-out où je suis paralysée du côté gauche. Donc, on pense que je fais un AVC quand je vais effectivement aux urgences. Puis après, on se dit, bah non, elle a l'âge de faire une sclérose en plaques. Donc, on fait des tests, etc. Et finalement, je fais un gros burn-out. Je suis cuite, cuite, cuite. Donc, mon corps me dit stop. Et je pense qu'effectivement, tous ceux qui font du yoga Kundalini, qui deal avec le sacrum, vont tout de suite capter qu'effectivement, quand on casse l'énergie sacrée, bah, c'est un peu aussi la conséquence de l'année qui suit, je pense. Ça, c'est qu'avec le recul, voilà. Avec le recul, si il y a 10 ans ou 11 ans, je pense que j'aurais travaillé énormément sur Mais c'est ça tout l'intérêt de lire des parcours comme le tien, parce que justement, c'est là où on peut prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre et que réellement, il y a quelque chose qui est en train de nous parler à travers nous. Je veux dire, ton parcours, aussi extraordinaire qu'il soit, on peut se reconnaître dedans aussi à différentes étapes, ou en tout cas, ça peut aider énormément de monde. Bah, c'est vrai parce que j'ai eu énormément de retours de personnes qui l'ont lu, donc de lecteurs qui se sont reconnus à un moment donné du parcours. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit: «Ah bah moi, pareil, j'avais un locataire invisible à la maison». D'autres qui m'ont dit: «Oh là là, mais le burn-out et cetera, les agences de pub, cet univers, les grosses boîtes». J'ai donné, voilà, il y a eu énormément, moi j'ai eu énormément de gens comme ça qui m'ont fait des retours et des feedbacks sur des visions, et finalement on se dit, bah, en fait, c'est hyper riche et soit effectivement c'est assez dit parce que dans les familles, c'est comme dans la mienne, donc il y a, la parole qui est complètement Mais libérée, oui. ou complètement étouffée et cachée et les gens ne disent rien et ont l'impression qu'à un moment donné, si ils en parlent, on va les prendre pour des fous et ça leur fait du bien de lire ce genre de témoignages, en tout cas. Ah ouais, ouais, ouais. Et comment, je veux dire, parce que tu nous parles de ces mondes qui s'interfèrent, tu vois, entre ces visions et la réalité, et de bien garder cette réalité réelle, on va dire, et les visions. Comment tu fais là pour ça? Parce que c'est quand même énormément riche, l'information que tu reçois, et en même temps, ça peut être perturbant ou tu ne se sens perturbé. Enfin, comment tu vis tout ça pour pas que ça s'interfère entre tu vois, vision et réalité, et en même temps, ça fait partie d'un même tout. C'est une super question parce que c'est de l'apprentissage. Et ça a été un travail que j'ai fait énormément sur moi pour essayer de capter le moment où c'était mon cerveau qui, à un moment donné, bon, est créatif, ou est-ce que c'est vraiment une information qu'on est en train de me donner à ce moment-là. Ça, je trouve que c'est un travail de faire des cérémonies, encore des cérémonies, et de disséquer les visions et de vraiment se dire: «Attends, je suis alignée, je suis centrée, je suis cartésienne, est-ce que ça?» Voilà. Et donc ça, c'est vraiment avec le temps, je trouve, en discutant et en partageant aussi avec des gens.
qui se comprennent, voilà, comme toi, comme ma mère, comme voilà, j'ai d'autres copines ou d'autres amies effectivement qui sont voilà du même bois que nous, donc qui vont essayer de déceler du vrai du faux. Donc je trouve que c'est assez dur parce qu'en plus les visions nous amènent dans des espaces où on a l'impression qu'on est dans le passé, mais c'est un présent. On a l'impression qu'on est dans un futur, mais c'est aussi un présent, et que tous les passés et futurs sont des présents. C'est assez voilà. Et d'ailleurs, je rejoins la dernière fois, je parlais à Frère Marie, donc, dont j'en parle dans le bouquin, qui Mhm. tient l'hôtellerie de l'île Saint-Honorat à l'abbaye des Reims. Et je disais, mais quand on touche du doigt quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, comment on fait quoi? Comment on arrive à partager Et ouais. voilà. Et il me dit, bah, il te reste la poésie, l'art, voilà, les prières, voilà. Et je comprends après effectivement que derrière la Et en même temps, des personnes comme toi, comme nous, on est censé aussi le partager. Donc, est-ce que c'est qu'à travers la poésie ou au contraire, c'est dans le concret de la vie, dans le quotidien qu'on peut le manifester je et pense le que dans le montrer? concret, c'est important de partager ça ouais, de manière concrète avec les gens. C'est pour ça que le livre, d'ailleurs, je l'ai écrit presque romancé, comme si je racontais à quelqu'un mon histoire, effectivement, à une terrasse de café, parce que j'avais à cœur vraiment que les gens comprennent, et j'avais pas envie de partir Les dans termes New Age et tout ça, ouais. wedge, dans un truc philosophique où à un moment donné je suis contemplative et je pars dans un truc super philosophique. J'avais envie juste de donner l'effet brut et que les gens voilà, réfléchissent par derrière en se disant ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai vécu ça? Mais si elle écrit ça, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Voilà, je laisse parfois effectivement un peu de les choses en suspens parce que j'ai pas à teinter. Chacun aussi voit aussi son reflet, Oui, voilà, oui. comment Ton c'est fait. parcours à travers le tien. Enfin, tu dis quand même que t'as eu, ça demande quand même une dizaine d'années de préparation avant d'être chaman. Non, parce que tout le monde est chaman de nos jours. C'est le CV LinkedIn, c'est ça, c'est Tout quand le tu monde sais. est chaman maintenant. Donc, comment tu vois ça? Comment tu vois un chaman? Comment tu le décris? Tu parles de 10 ans d'expérience avant même de pratiquer. Comment tu vois tout ça? Parce qu'il y a une effervescence du chamanisme. D'ailleurs, tu en parles. Tu dis à un moment, tu as soif de connaissances. Tu vas à la FNAC, à ton retour de voyage, tu essayes de trouver les infos et ça ne te parle pas trop, tout ça. Alors, c'est vrai que lorsque on me dit oh là là, je suis chamane et je suis au fin fond d'une forêt en Mongolie, je me dis bon, bah, j'irai à la FNAC. D'ailleurs, quand je suis revenue de Mongolie, je suis allée à la FNAC, et à l'époque, le rayon chamanisme, c'était 4 bouquins. Aujourd'hui, je suis passée effectivement dans d'autres rayons, chez Cultura, c'est des rayons entiers. Ça a complètement changé. Mm. Et définir le chamanisme, alors, le chamanisme, effectivement, selon où on se positionne, donc là, je vais me positionner sur la tradition mongole. Tout de suite, les Mongols vont poser la question de notre lignée, d'où on vient, de sang, etc. Parce que pour eux, c'est vraiment, il y a quelque chose d'assez clanique, de familial, de lignée, voilà. Et les deux profs que j'ai eus, Rangsuk et Enketuya, qui sont de deux tribus différentes, mais qui se connaissent parce qu'ils ont le même âge, euh, mais qui ne se parlent pas, me disent exactement la même chose. Ils me disent, bah ça vient de ta mère. Et effectivement, enfin, voilà, je le sais depuis déjà très longtemps. Et ensuite, effectivement, devenir chaman, c'est pas du jour au lendemain. On peut pas l'apprendre dans un bouquin. C'est au fur et à mesure des cérémonies, parce que c'est ce que je dis tout le temps. Et on a 10% où on apprend, on va dire, à positionner les objets rituels, etc., parce que c'est du rite, du culte, etc. Donc, c'est des choses qu'on doit connaître pour le respect et initier correctement la cérémonie. 90% du reste, il nous est appris durant la cérémonie. Et La quand cérémonie d'introduction, tu veux dire? toute cérémonie, une fois qu'on est chaman, en tout cas, lorsqu'on fait des cérémonies. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux gens, parce que les gens me disent ah, comment ça va se passer une cérémonie. Je donne effectivement les grandes lignes, mais après, savoir ce qui va se passer, c'est à chaque fois très différent. Donc, il faut s'attendre un peu à tout. Il faut être préparé. Et je trouve aussi qu'il y a dans le choix, en tout cas, je le vois dans des chamans, des amis qui sont chamans à Ulaanbaatar, qui sont jeunes, qui ont 35 ans, d'autres qui sont plus âgés, hein, qui ont 60, etc. Il y a quand même une qualité, on va dire, aussi de cœur, une qualité aussi de personnalité
Les chamans, c'est des grosses personnalités, mais avec une éthique. Et puis souvent, ceux que je croise aussi sont des gens qui vont œuvrer pour la planète, qui vont être dans l'action. Ça, c'est quelque chose que je rencontre voilà, très souvent. Hmm. Parce que tu nous parles de ta cérémonie d'introduction ou d'initiation, c'est intense, dis donc. Ouais, c'est Là intense. aussi, merci pour les photos que tu as ajoutées parce qu'on peut se plonger dans cet univers un peu plus avec cette tenue qui t'a été faite, ce masque. Tu peux nous expliquer ce masque comme ça que tu portes? Effectivement, mon premier prof, qui s'appelle Rangsook, qui vient de la tribu des Dalrat, qui est une tribu au nord de la Mongolie, près du lac Rosbol, me dit bon bah t'es chaman, on deal, enfin on discute quoi, surtout dans le bois, mais j'ai l'impression de négocier à ce moment-là parce qu'il veut pas forcément m'apprendre. Il me dit attends, faut que je regarde. Donc il fait tout un truc de divination sur le sol avec des os, des omoplates de mouton d'ailleurs. Et puis finalement il me dit ok, je serai ton prof. Et donc il me dit dans une semaine ou deux, on prépare une cérémonie d'introduction. Tu viendras chez moi à Ulaanbaatar et on fera cette cérémonie. Et moi je m'attends à rien si ce n'est que la veille je suis avec John, donc qui est un mec qui est aussi là où je vis, donc dans un espèce de bed and breakfast, et il est australien, et j'ai un peu les pétoches. Et je dis, écoute, John, si tu veux bien m'accompagner pour cette cérémonie d'introduction, parce que Ranxou qui m'a pas trop briefé, ça serait bien. Et donc, il vient avec moi, je suis un peu rassurée, et effectivement, au moment où on démarre, il n'y a pas de tambour. Rangsouk, on fait ça à huis clos, chez Rangsouk, parce qu'il commence à faire froid dehors d'ailleurs. On fait ça devant son hôtel, et il me dit juste, tu fais pareil que moi. Je lui dis ok. Et donc, il commence à agiter un hongot, donc un esprit, où il y a plein de petits grelots. Et je me souviens, mais alors c'est comme, tu sais, comme quand tu vas rentrer en anesthésie. Tu te souviens du dernier truc, puis après, c'est exactement la même chose. En fait, je me souviens m'être dit, mais jamais je vais rentrer en transe, boum, et je suis rentrée en Parce que transe. c'était ta première fois. C'était intense, ouais, c'était la première fois, et donc j'ai reçu mon premier, effectivement, esprit, qui s'est moqué de moi, il s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit, bah, c'est toi, la française, qui a envie d'être chamane, ou qui doit être chamane, c'est ça que nous a dit Rangsouk. Mais vraiment, voilà. Et ils testent beaucoup hein, au démarrage, les esprits qui vont nous accompagner. Bah, j'ai l'impression que tu as toujours été testé, parce que quand on lit ton livre, quand même, c'est costaud, quoi. T'es une dure à cuire, en fait. Ouais, bah, ça passe, ça va. Ça passe Tu te crème. vois comme une dure à cuire ou pas? Bah, j'ai pas. Ouais, j'y vais, quoi. C'est dingue! Tu te J'y vais. lances, tu oses. Ça, t'es construite avec ça depuis le début, presque. C'est Oui, tes je pense. origines berbères, touareg Je pense qu'il y a ça, c'est vrai, effectivement, le côté un peu touareg, le côté aussi d'avoir vécu bah, en cité, qui renforce aussi, parce que on se rend compte en cité que lorsqu'on grandit, pas avec des grands frères, hein, mais voilà, et puis qu'on n'a pas envie de se laisser faire et qu'on a envie un peu de rentrer dedans, c'était un peu mon cas, je me laissais pas faire et je rentrais dedans. Bah, il faut presque avoir un comportement de garçon. Donc pendant longtemps, j'ai eu un comportement de garçon manqué, même encore, je trouve encore un petit peu maintenant. Euh, donc peut-être aussi, c'est peut-être ça, hein, cette Ouais. unité qui fait que, ouais. Enfin, le défi est quand même autour de la peur, là, parce qu'il y a de ces esprits qui sont quand même hyper puissants, ça doit foutre la trouille, là. Ah oui, je pense que dans tout même, le premier obstacle, c'est surmonter la peur et de se dire qu'en fait, derrière la peur, il n'y a pas, et on s'en fait des fois des montagnes ou des caisses. Et d'ailleurs, ma mère me le dit tout le temps, c'est la peur paralyse. Ça ne fait jamais avancer personne. Donc il faut aller transcender et aller voir derrière le miroir, qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est un gros travail sur soi, et de se dire, ok, bon, après on y va avec, on fait des signes de croix, on y va, on se dit, bon, on ne sait jamais s'il m'arrive un truc, mais voilà, on y va quand même. Waouh! Parce que qu'est-ce que tu auras envie de dire à nous tous qui en ce moment traversons, je veux dire, une espèce de nuit noire de l'âme collective On y va. On y va, hein, c'est ça, allez, on y Ah oui, va. je pense qu'il faut. Il y a un petit côté, tu vois, je reviens sur ta question qui est assez intéressante sur c'est quoi un chaman, etc. Et je regarde là parce il y a tout l'hôtel qui est là avec mon costume. Tu peux Euh, nous le montrer si tu veux, hein, tu fais un jeu. ouais, alors il y a du fouillis, mais je le montrerai si tu veux à la fin. Ah, Mais ça marche. je trouve qu'il y a un côté un peu guerrier. Il y a un côté un peu combattant, un peu guerrier, où effectivement, on est sur le cheval et on y va. Et le cheval,
et c'est vraiment ça, hein, lorsqu'on passe de l'autre côté, le cheval est psychopompe, hein, le cheval nous aide à passer cette porte, en tout cas invisible, et nous fait parcourir les steppes. Et il y a ce côté, on y va, on est guerrier, on traverse les steppes durant des kilomètres, on n'a pas peur, on n'a pas faim, on n'a pas sommeil, voilà. Et c'est vrai qu'on passe effectivement, je trouve, une période assez spéciale, qui peut voilà, mettre certaines personnes dans un sentiment d'insécurité, mais on sait toujours que derrière les nuages, il y a le soleil, que derrière un tunnel, au bout, il y a une lumière, que certains vont tirer et tracter, comme moi je peux l'être, ou toi aussi. On va tracter, on va tirer les gens de toute façon vers ce qu'on voit, qui est effectivement cette lumière. Et je revoyais une vidéo de quelqu'un qui channelise un esprit qui s'appelle Bachar et qui disait mais on est en train de vivre le meilleur truc au monde, on est en train de créer. On est dans le noir, etc. et on va vers la lumière et on est à un moment de notre existence où on est en train de créer et je trouvais ça fabuleux qui voilà, se partage. Et, Et on voit mieux. Et on voit mieux. Et dans le noir, oui, c'est vrai. Dans le noir, on voit mieux. Ouais. Il ne faut pas avoir peur du noir. Mais ça, en même temps, ce titre, c'est parce qu'on a eu peur du noir pendant très très longtemps avec ma sœur à cause de ce locataire. Mais j'ai envie de dire, on est nombreux à avoir peur du noir et on a l'impression qu'il y a toutes ces épreuves en ce moment qui nous tombent dessus, qui sont de l'ombre et on se sent pas à la hauteur. Donc ton parcours est hyper important. Enfin, ton partage, ton témoignage, je veux dire. Oui, mais ça terrorise. On a l'impression que c'est plus fort que la lumière, alors qu'en fait, justement, en ce moment, on doit tous se rappeler que la lumière est là. Et après, certains disent que l'ombre et la lumière. Quelle est ta vision de cette ombre-lumière, toi aussi? Tu le vois pas en dualité? Alors, c'est intéressant parce que dans l'ombre, effectivement, moi j'ai fait certaines cérémonies où le bas m'appelait, etc. J'ai eu beaucoup peur. Et le mari d'Enketuya qui me frappe dans le dos et lui il fait 100 kilos. Je pars, moi, là-bas au bout, là, au bout de 10 mètres. Et il me dit, mais vraiment, t'es une petite joueuse. Ah Et je dis, oh, je suis pas prête encore. Donc, on y va aussi à son rythme. ouais. Ça, c'est important. On ne peut pas voilà, sauter quelque chose si on n'est pas prêt. Si on doit faire 10 mètres et que pour l'instant, on sait sauter que 5 mètres, bon, on y va à son rythme. Et cérémonie après cérémonie, j'ai fait ce truc. Je suis partie voir le bas, je suis partie voir l'ombre et avec beaucoup de... J'ai été hyper surprise parce qu'avec beaucoup de respect, il y a eu un échange. J'étais très étonnée de cet échange cordial. C'était pas du tout violent. Moi, je m'attendais déjà, moi j'étais déjà avec mes épées, mes trucs, mes machins, et pas du tout. Et voilà, autant le bas que la lumière ont des choses à dire différentes. Le bas est plutôt touché si les cérémonies sont faites de manière voilà, cordiale et avec respect. Oui, ils Et ont ça, plutôt envie d'être vus et d'être reconnus, on a l'impression. En fait, bah, c'est comme si on les jugeait et que ça passait oui. Souvent, bah, après ces 2-3 cérémonies, c'est ce que je me suis dit. Après, j'irai pas papoter avec eux tout le temps, mais si je dois, si je dois le faire, les effectivement, reconnaître. ouais, ouais, ouais. En tout cas, discuter. Et c'est presque, tu as raison, c'est ce que je me disais la dernière fois, c'est effectivement ce jugement où parce que nous, on se voit humain et homme ou femme, et on a l'impression que de l'autre côté, de toute façon, ils doivent être humains, hommes ou femmes, et s'ils ne le sont pas, et qu'on a une mentalisation, parce qu'on arrive avec tout ce qu'on voit sur les Netflix, les cinémas, etc., et que c'est ça voilà, qui nous fait peur, alors que pas du tout. Enfin, faut y aller comme si on avait presque le cœur et le cerveau d'un enfant de 5 ans. Donc, tout est white, tout est blanc, tout est pur. On va pas aller. Donc, t'imposes pas ta lumière, tu vas vers eux à la rencontre. Je vais vers eux à leur rencontre quand la cérémonie le demande. Et je vais à leur rencontre et je demande une discussion. S'ils me l'accordent, effectivement, et je suis assez calme. Avant, j'aurais pu y aller plutôt avec ce côté justement guerrier. Mais avec les cérémonies, c'est devenu vachement plus calme et je trouve que le dialogue est vachement plus apaisé de cette façon-là. Ouais.
Et qu'en est-il de ton féminin alors dans tout ça? Non, mais je veux dire au fur et à mesure, est-ce que c'est grâce aux cérémonies justement et le fait d'accepter aussi ta mission qui t'a permis de révéler ton féminin et justement d'être plus dans la danse et cette conversation plutôt que d'imposer, d'être guerrière? Alors c'est intéressant parce que du coup, c'est toujours cette dualité. J'ai un esprit qui est très, bah, c'est un homme très, il est tanké et ancré, voilà, sur ses appuis. Il est plutôt guerrier, il a toujours été un chaman guerrier. Et puis, bah, c'est lui, hein, qui va me faire fracasser le sol, chez Rang Suk. Et j'ai une femme qui, elle, est beaucoup plus douce, beaucoup plus maternante, qui, lorsqu'elle va prendre la parole, ce sont toujours des chants, et des incantations et des prières. Et d'ailleurs, il faudrait que j'écrive les prières qu'elle dit parce que Mmh. les gens entendent un chant et un espèce de langue qu'ils comprennent pas, mais derrière, il faudrait que je repose derrière à l'écrit, Mmh. vraiment, c'est magnifique. Et ça, il y a ce côté, vraiment très, très mère, je trouve, très. Mmh. Et il est là, le côté masculin, un peu feu, tout flamme, voilà. Martien, et le côté vénusien, très posé, mmh. Mais il n'y a pas du côté Kuan Yin compassion, d'après ce que j'ai compris. Il y en a pas trop là dans ces. Tout dépend, des cérémonies, ce qu'on doit faire. Après, c'est ce que J'ai je dis cru lire ça, ouais. ouais, tout dépend après aussi comment on pose les intentions. J'essaye au maximum de discuter avec les gens, au préalable et d'avoir les récits, parce que dans un récit, il y a plusieurs strates. La strate psychanalytique ou la strate psychologique, je ne vais pas y toucher parce que je ne suis pas psy. Moi, je vais aller m'attarder sur des nœuds que je trouve très bizarres, dans des nœuds d'énergie ou des nœuds, dans l'invisible. Et là-dessus, effectivement, c'est souvent c'est un peu voilà, pas la bagarre, mais c'est il faut de la poigne, heu, il faut de la poigne. Mais bon, Mmh. avec le temps, franchement, je trouve que les cérémonies, elles se calment. Après, je sais pas, hein, c'est parce Même que en ce moment, ouais. Donc comme après, quoi. tout dépend de l'intention qu'on y met derrière. Donc c'est pour ça que j'allais perdre le fil, mais c'est pour ça que j'écoute beaucoup les récits des personnes qui viennent me voir ou au téléphone parce que, dans ces récits, effectivement, heu, va dépendre de comment je vais orienter, mon intention, la question, comment je vais briefer de l'autre côté. Et pas briefer pour, je prends jamais parti, par exemple. Je vais jamais dire: «Bon, bah, OK, on va faire ça, contre cette personne ou contre ce changement», ou voilà, j'essaye d'englober, dans quelque chose de beaucoup plus, consensuel peut-être. J'adore la lumière qui est surtout en ce moment parce que Oui. oh non mais c'est magnifique. Non mais parce qu'on a tourné plusieurs fois et ça devait être comme ça pendant cette interview. Ouais, Je trouve ça excellent par c'est rapport clair. au titre de ton livre, c'est superbe. Là c'est rayonnant. Non mais Illuminé. ça me rappelle une interview à Santa Barbara aux États-Unis avec Barbara Max Hubbard, qui est une merveilleuse petite femme tout âgée, etc. Et à la fin de l'interview, plus elle disait le mot amour, plus elle était recouverte de lumière. Et je te jure que ça Ah finissait oui, je comme ça, sentais là, ouais, où ouais, on ouais. te voit plus à la fin parce qu'il y a tellement de lumière. Bon, nous continuons. Non, mais c'est fantastique, c'est incroyable tout ça. Et tu dois comment dire, parce que j'ai vu la partie là où tu as en effet je sais pas comment on les appelle, mais ces drapeaux et c'est un peu ce. Ouais, juste pour pouvoir dire que ouais, est-ce que tu as besoin de ça? Alors, ça, c'est pas la version. Merci. Voilà. Alors ça, ce sont des hadak, ce sont des foulards de prière. Donc à chaque fois que je fais des cérémonies à la maison, ce qui n'est pas souvent le cas, je préfère faire des cérémonies, à l'extérieur dans la nature. Mais si je dois les faire pour conditions météo, etc., ou parce que voilà, c'est le soir, je vais poser à chaque fois un foulard de prière. Ça, c'est mon premier costume, donc, qui est là. Le deuxième est au premier étage. Et à chaque fois alors tu vois ce coffre, dessus il y a des tonnes comment ça s'appelle, de bouteilles de vodka. Donc à chaque fois que j'ai un ouvrier ou quelqu'un qui vient pense que je suis complètement alcoolique, alors que pas du tout. C'est en fait tout ce qui est posé, effectivement là, ce sont des offrandes. Alors il y en a là, et il y en a, tu vois pas, mais derrière la cheminée. Donc il y a beaucoup d'offrandes et dans le coffre aussi. Et puis j'empacte aussi beaucoup de choses dans des foulards de prière, que je pose. Là on voit aussi, alors je sais pas si on voit, mais il y a des petits personnages que j'ai fabriqués dans de la feutrine. Voilà, et le tambour est là-haut. Merci. Ouais, c'est super.
Merci de ce tour. Non, parce que je me demandais, parce que maintenant tu fais encore des séances ou comment tu fais ça? Je veux dire, comment tu transposes ça dans le monde occidental? Alors, ça a été tout l'enjeu quand je suis revenue, parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours, tu vois, avec la Mongolie, et puis à un moment, et puis je travaillais chez TF1. Oui, Là où parce que tu faisais tout ça en parallèle, là, trop bien, je suis Geneviève. en C'est parallèle. ça qui est Moi, mon extraordinaire. burn-out, je l'ai pas fait chez TF1, parce que souvent il y a des amalgames. Pourquoi? Je l'ai fait bien avant d'arriver chez TF1, et après je suis arrivée chez TF1, je suis restée 6 ans, où ça a été merveilleux, etc. Et j'ai eu la chance de gravir les échelons petit à petit chez TF1, tout en vivant ces expériences. Voilà, et donc je revenais de Mongolie, j'étais à la cantine à la tour TF1 où je venais, moi, de faire plein de cérémonies, donc j'avais plus du tout envie de manger. C'était très. Puis certainement pas ça, peut-être. Ouais, tu te prends une claque, hein. Et comment on fait? Et ben, alors j'essaye de mener de front plusieurs activités, mais c'est vrai que je laisse ouverte l'activité d'offrir des cérémonies au public et en privé. Ce qui est un peu compliqué parce que je suis dans le sud, il faudrait que les gens se déplacent, et cetera. Je ne fais ça que dans la nature ou à la maison. Et on est en discussion pour un lieu au mois d'avril, même temporaire, qui serait 3-4 semaines, en plein Paris. Donc, on est en train de préparer ça, donc croisons les doigts. Ouais, super. Donc, offrir vraiment un lieu où les gens pourront venir. Alors, il y aura des dates, un calendrier, etc. Mais les gens pourront revenir pour des cérémonies complètement ouvertes pour le public ou en privé. Alors, le privé, c'est des cérémonies d'ancestralisation. Donc, ça, c'est quand on a perdu quelqu'un et qui passe de défunt à ancêtre. Et donc, il y a toute une cérémonie derrière. Voilà. Et les cérémonies ne sont pas systématiques sur tout ce qui est privé. Euh, donc voilà, pour l'instant, effectivement, c'était d'ailleurs, c'est marrant parce que j'y réfléchissais cette nuit en me disant, ok, comment j'arrive à encore accueillir, parce que ça se fait de plus en plus rare, le temps passe à une vitesse folle. Je sais pas si c'est pour toi, mais pour les gens qui nous écoutent, mais moi je trouve que le temps n'est plus le même. Donc je trouve que c'est compliqué là d'allier voilà, beaucoup de choses à la fois, mais j'essaye d'ouvrir des créneaux justement sur des récits que je trouve, quand je les lis ou quand je les entends, je les trouve anormaux de mon point de vue en invisible. Et c'est là où effectivement je donne des rendez-vous, soit ici dans le sud, soit à Paris quand j'y suis. Et à Paris, c'est là où c'est plus compliqué, parce qu'à Paris, bon, ça reste très métal, pollution, voiture, donc il faut trouver quand même un lieu adéquat, parce que je ne fais que ça en nature. Je fais très peu de cérémonies à Paris, très très peu. Ouais. Même je suis sûre que beaucoup seraient prêts à se déplacer pour vivre ça. Oui, oui, bah, ce qui serait bien, c'est d'en ouvrir une fois par mois, voilà. Mais là, il va commencer à neiger là où je fais les cérémonies, donc c'est pas pratique. Il fait Hmm. froid. Si on doit rester 2 heures Tu as une dehors. yourte alors? Non, j'ai pas de yourte justement, donc Ah, je allez! voilà. Donc on a besoin d'une yourte. C'est pas moi, mais c'est l'association que j'ai montée. T'as J'ai monté une besoin association qui s'appelle comment? l'ACA, qui s'appelle l'association des cultures animistes. Oui, Donc oui, tu en parles d'ailleurs. Oui, oui, dans le livre, oui. c'est le fait effectivement de vivre le monde où tout a une âme. Euh, donc voilà, et à travers l'ACA et les dons qu'on fait à l'ACA, parce que ce sont des dons pour les cérémonies ou des dons spontanés, j'économise, enfin l'association économise pour acheter une yourte. Et une yourte est extrêmement chère. Une yourte, ça coûte dans les 4000 balles, donc ouais. Donc voilà. Super. Et mais j'ai hâte de voir comment tout ça prend vie parce que tu as aussi créé Beau. Beau, ouais, C'est quand exactement. même génial. Ça, c'est le début d'une aventure, encore une autre. Ça t'est Oui, venu comment cette envie de créer ces produits? ah bah, c'est vraiment tout ce faisceau où à un moment donné, on revient d'un énième voyage de Mongolie. On se dit, OK, comment je fais ça? Je suis chez TF1, j'ai une vie très parisienne, mais comment j'offre ça dans un cadre, parce que moi j'ai quand même deux profs qui sont très traditionnalistes, et qui m'ont toujours demandé de rester dans la tradition et dans les rails. Et je me dis, OK, bah, comment je fais pour faire ça? Donc j'ai quitté TF1 alors que j'avais un poste voilà, en or, qu'on m'a reproposé derrière 3 postes, etc. Donc j'ai dit non, mais il faut à un moment donné que je lâche un peu, et voilà, j'avais beaucoup de choses en tête. J'ai travaillé d'abord sur le sujet de l'animisme. Donc au début, c'était d'ailleurs pas du tout le Mm. livre Noir, on voit mieux que j'avais écrit, mais c'était un petit livre sur l'animisme qui viendra du coup pour 2022. Et j'ai fait les Ouais, choses. super. Ouais. Donc quelque chose de très, voilà, très simple pour bien comprendre justement
pourquoi l'animisme est la clé des enjeux qu'on vit aujourd'hui Très d'un bonne point de vue idée. mental, d'un point de vue sociétal, sanitaire, thérapeutique, etc. Hmm. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il faudrait déjà, bon, et c'est là où j'ai commencé à avoir une hygiène assez drastique, on va dire, où j'ai fait la séparation entre les cérémonies, ça sera jamais un métier. Donc, je le cale dans une association. Donc, vraiment, tout ce qui est cérémonie, c'est sur don. Et tout ce qui est effectivement derrière, comment on peut mettre de l'animisme euh, dans ce qu'on fait. Et ce qui m'a paru en tout cas le plus juste était de monter une marque de produits naturels. Donc j'ai monté Bo, B-O tréma, O tréma qui veut dire chaman en mongol, qui est un vrai mot mongol. Donc Magnifique. Le voilà, logo est superbe. le logo est super, le Bo, comme ça, c'est Ouais. un son diphonique d'un ami qui est chaman à Ulaanbaatar. Donc il l'a enregistré en studio là-bas. Et donc la spécificité, c'est que donc, toutes les plantes sont bio, issus de l'agriculture biologique, les huiles essentielles aussi, mais toutes les plantes sont ritualisées. Donc, au-delà du geste effectivement spirituel, et ça remet, en tout cas, je trouve, d'un point de vue spirituel et philosophique, le fait que on n'est pas au-dessus, voilà, on est vraiment dans un ensemble. Parce que se dire, je ramasse pas la fleur de la même manière que si je l'arrachais. Donc, Ouais, t'en parles de ça dans le livre, ouais. il y a un petit côté voilà, où ça remet un peu Parce que ça vient aussi, si je tire le fil, du fait que lorsqu'on est chaman, par exemple, je ne peux pas, moi, ramasser un caillou sans demander. D'ailleurs, je n'ai même pas le droit de ramasser un caillou. Ça t'offusque un petit peu, non, de voir des gens qui prennent les pierres, qui Ouais, c'est vrai prennent que les plantes ou autres sans vraiment contacter sans l'esprit faire, de la nature. sans faire attention, sans demander, et on se replace, du coup, quand on refait le fil et on retire un peu en arrière, on se replace du temps des hommes, des cavernes, avec cette fameuse thèse de Jean Clotte qui a découvert la grotte de Chauvet, qui dit que effectivement l'art pariétal n'est pas de l'art pour de l'art, mais c'est un art rituel où effectivement avant ou après la chasse, en tout cas on ritualisait et on peignait l'âme pour l'imprégner. Effectivement, comme moi aujourd'hui, je ne vais pas peindre sur mon mur, mais en tout cas je fais nouer comment s'appelle, des foulards de prière, d'ailleurs qui vient d'un autre culte qui s'appelle le culte des arbres, parce qu'avant on habillait les arbres, parce que les arbres étaient vraiment la maison de plein d'âmes. Donc il y a tout un truc comme ça qui est hyper intéressant de comprendre. Et donc voilà, ces produits sont ritualisés et un pourcentage du chiffre d'affaires est rétribué au peuple. Donc, j'ai initié des conversations avec Survival International. Il y a d'autres conversations qui seront initiées avec Forest People Programme. Donc, eux, carrément, ils ont un programme qui inclut les peuples et les peuples indigènes avec la préservation, effectivement, de la biodiversité et des forêts primaires. Donc, voilà. Donc, Et on peut te Anthony, retrouver le site pour qu'on regarde un petit peu ce qui s'y passe. alors, c'est tout nouveau, hein, tout ça. Ouais, mais c'est ça qui est génial. C'est beau.earth, earth comme la terre, E-A-R-T-H. Sinon, effectivement, après, je commence à voir où je peux Ouais. diffuser mes produits. Bon, bah, génial. Et c'était intéressant parce que quand tu parlais d'arbres sacrés, je crois que tu en parles à un moment dans ton livre, au moment de l'initiation, c'est qu'il y a justement ce message finalement ultime de l'invisible qui est de chérir la terre. Regarde, il y a cette belle lumière qui arrive sur toi une fois de plus. Je vis en fait, il y a toujours des cérémonies qui marquent plus que d'autres, comme il y a des visions dans la vie ou des rêves qui marquent plus que d'autres. Et là, cette cérémonie, c'était la cérémonie de la première fois que j'ai donc revêtu ce costume et un autre tambour que j'ai cassé et que j'ai laissé chez Nketouya. Et, et je me suis retrouvée effectivement devant cet arbre en Mongolie, dans un état d'extase totale. J'ai rien pris, hein. Je vois effectivement les racines s'enfoncer profondément, puis l'arbre me monte effectivement comme il faut monter comme la sève jusqu'au bout des branches. Et là, effectivement, tout va devenir vivant et me parler sans son. Enfin, c'est vraiment, on voit mieux dans le noir, on entend dans le silence, et là, on parle sans son. Alors, il y a vraiment tout ce qu'on connaît, il faut casser en tout cas tout ce qu'on connaît quand on fait du chamanisme, parce que sinon, on bute vite sur des choses qu'on ne comprend pas.
Et là-dessus, effectivement, j'ai beaucoup cherché sur l'arbre cosmique ou l'arbre sacré, parce que ça m'avait vraiment perturbée. C'était beau dans le bon sens, hein, parce que j'avais vraiment vécu ça de manière esthétique. Mon corps s'était explosé en 1000 milliards de morceaux et s'est rassemblé. Et en parlant avec ce moine, frère Marie, il a vécu la même chose alors qu'il était moine et qu'il n'a pas fait de cérémonie chamanique. Donc c'est assez Tu es intéressant. dans la lumière, oui, là, je Ouais. t'assure que là, le monde invisible se manifeste. Et quand on tire le fil d'un point de vue anthropologique et des faits religieux, il y a un mec qui est génial qui a écrit Le Rameau d'or en 1905 qui s'appelle George Fraser, qui est un anthropologue des faits religieux, donc qui remonte les faits religieux et de savoir d'où ils viennent. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre d'où venaient effectivement les attaques. Donc pourquoi on nouait des foulards de prière sur des troncs d'arbres, parce que effectivement il y avait dans toutes les cosmogonies du monde, il y a un arbre sacré, et que dans ces arbres sacrés, ces arbres cosmiques, avant c'était des déités, ou en tout cas on les On le vénérait. voit dans Avatar, non, un petit peu. Et dans Avatar, effectivement, il y a la maison arbre et il y a l'arbre où on va tous se connecter avec les ancêtres, etc. Il y a un vrai sujet, je trouve. L'arbre est au cœur d'un vrai sujet, on va dire anthropologique, mais je trouve même, tu vois, sur le défi qu'on a aujourd'hui, environnemental ou écologique, est une clé. Alors on le sait, hein, on commence à... Mais je trouve qu'on ne va pas bien plus loin qu'on pourrait le faire avec ce qui se cache derrière, effectivement, l'arbre. Il est animé, il y a quelque chose, voilà, de Ouais. particulier avec Ça ferait un autre beau livre. Est-ce que tu peux te décaler un tout petit peu une ouais, fois de plus? décalé. Décaler un tout petit peu ton... Voilà. Voilà. Ouais, super. Elle va revenir, hein, la lumière, Ah je oui, le sais, voilà, elle est là. tu Juste pour sais, c'est bien voir pour la fin de cette interview, parce que quand tu dis le message ultime finalement dans tout ça, c'est chérissez la terre. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer par rapport à ça? Comment nous, on pourrait le transposer? il faut chérir la terre et avoir conscience de chaque chose qu'on fait au quotidien. Et ça va rejoindre certains qui ont fait du bouddhiste zen, hein, qui ont été au village des pruniers, par exemple, où effectivement, quand on boit un verre d'eau, on dit qu'on boit un nuage, parce qu'on va aller effectivement refaire le fil de cette eau vient d'où. Donc je trouve qu'il y a un vrai enjeu de conscientiser chaque chose. Pourquoi effectivement je mange ça ou j'utilise ça. Moi, je vais jusqu'à, effectivement, après, c'est pas, voilà, je dis pas ce qu'il faut faire, mais je vais jusqu'à, quand je mange et je prépare à manger, je vais prier. Si je dois manger de la viande, parce que c'est une question qui revient souvent, est-ce que les chamans sont végétariens? Je mange très peu de viande, j'en mange quand je sens le besoin, c'est juste physiologique, donc ça va être une fois par mois. Mais je vais faire attention à la viande que je vais consommer, et peut-être que je vais la ritualiser. Ou alors j'achèterai peut-être une viande déjà ritualisée dans une boucherie spécialisée. Voilà, il y a cette conscientisation des choses, de rien jeter, de réparer, et je suis même rentrée, je dois te dire, c'est vrai, j'y pense là, mais en arrivant dans cette maison dans le sud, parce que j'ai déménagé dans le sud, j'ai complètement mis à plat mon système de consommation. Donc, j'ai plus du tout consommé. Tu vois, à un moment donné, je me suis dit, OK, bah, ça fait 6 ans que j'ai pas acheté de jeans. Voilà. Donc, j'ai commencé à arrêter de consommer, ou consommer d'une autre manière. Donc, ouais. Donc, on prend conscience de beaucoup de choses. Ouais, c'est tout un chemin à travers ces épreuves. Tu te sens maintenant aujourd'hui à quel endroit? Enfin, je veux dire, tu dois te sentir, je pense, libérée d'un poids, plus sereine, plus à ta place. Alors, tu te sens aligné, parce que là, quand tu fais ce travail-là, qui était plutôt long, tu vois, ça a été 2 Ouais. ans d'alignement pour savoir où vont se placer les choses, et je les ai mis volontairement, effectivement, dans des cases. Le chamanisme n'est pas dans un job, mais c'est dans l'association. Et comment mettre de l'animisme un peu partout, il va y avoir un bouquin, et raconter son histoire et faire effectivement des produits. Je me sens complètement alignée. Et là, par contre, du coup, je suis repartie dans une boucle, parce que créer une marque, tu repars dans une boucle finalement entrepreneuriale, ce que j'avais Oui, jamais. mais d'une autre façon. Et c'est d'une autre façon, parce que tu exprimes les choses à ta manière, comment tu les vois, comment tu les sens. Tu vois, avant de trouver le laboratoire qui acceptait ma présence pour ritualiser,
Et là, je suis en train de regarder les producteurs et de remonter la chaîne logistique pour Très important, ouais. voilà, très important, voilà, pour les futures feuilles de sarraud, les futures feuilles de Ravinsara qui soient ritualisées directement à Madagascar et que moi je m'y colle pas une fois que ça arrive en France. Voilà. Donc il y a un côté, bon, forcément un côté c'est de l'e-commerce, mais de l'autre, c'est fait avec ces Ouais. Pour vivre jalons. dans l'air de son temps aussi, hein. Oui. Et puis en parfait alignement et conscience de ce qu'on est et de comment on perçoit le monde, comment est le monde, et de le diffuser d'une certaine manière. C'est pas tant, c'est pas un speech, hein, mais c'est de le diffuser sur des choses qui sont concrètes. Voilà. Carrément. Merci beaucoup Céline pour cette délicieuse Merci. interview. Merci avec ce soleil, mais C'était j'adore. canon, non mais je comprends pourquoi on pouvait pas le faire de l'autre côté parce que c'était surexposé et Ah là oui, on a été invité par le monde invisible, n'est-ce pas, à le faire de là. Bah oui, bah bien sûr, ils voulaient se manifester. Il y a une magnifique lumière violette aussi à un moment à ta gauche. voilà, je vois là. Ouais. On la voit moins que tout à l'heure, tu verras sur les images en revoyant cette interview. En tous les cas, merci Ah non, merci à beaucoup toi. pour ton délicieux livre Dans le noir, on voit mieux aux éditions Mama. Ce Merci. merveilleux témoignage dans cette interview également. Ta spontanéité et ton authenticité sont très très appréciées. Et je pense que pour tous ceux qui regardent aussi, et s'il vous plaît, chers co-créateurs, diffusez cette vidéo. Ouf, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ah, merci Céline. Merci Lilou. Avec joie. Et à bientôt. Bientôt, oui, je pense.